Bonjour Éric Coquerel. Bonjour Gérard Leclerc. Édouard Philippe présente donc cet après-midi devant l'Assemblée son plan de déconfinement. La France Insoumise a déjà dit qu'elle voterait contre. Pourquoi? C'est un vote de principe. Vous trouvez que le déconfinement est prématuré? Bon, il y a deux raisons, parce qu'on est en train de confiner la démocratie en réalité. On va faire un vote ultra rapide, sans quasiment de débat, une intervention par groupe, avec un vote, ce qu'on appelle un vote bloqué. Alors je vous rappelle qu'au départ, on avait prévu ce mardi après-midi de voter sur des questions précises, notamment par exemple le tracking. Là, on se retrouve à voter sur tout un plan de déconfinement, alors que tous les groupes de l'opposition réclament 1 ou 2 jours au moins pour pouvoir étudier ce plan, pour pouvoir débattre tranquillement. Et une fois de plus, le Parlement est nié. Donc voilà, sur la forme, c'est pas bon. Et sur le fond, moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet, pourquoi? Parce que le président de la République a décidé d'une date, en fonction très certainement de critères avant tout économiques, et à partir de là, le gouvernement est en train de courir pour essayer d'être prêt à cette date. On aurait dû faire l'inverse. On aurait dû fixer les objectifs, qu'est-ce qui était nécessaire pour faire face à un retour de l'épidémie, et puis à partir de là, décider de la date en fonction de ça. Par exemple, il faut tant de masques, il faut tant de tests. Je vous donne juste l'exemple des tests. Le président du conseil scientifique, la semaine dernière, nous disait qu'il faut 100 000 tests par jour. Bon, nous, on estime que, France Insoumise, on a fait notre propre plan de déconfinement, on estime qu'il en faudrait 2 fois plus, mais qu'importe. Prenons son chiffre 100 000. Or, aujourd'hui, on sait qu'on en est à 2 à 3 fois moins que ce chiffre. On a très peu progressé en raison d'une politique où jamais le gouvernement n'a voulu s'engager sur une planification sanitaire pour atteindre les objectifs. Donc, on va arriver le 11, on n'aura pas forcément le nombre de tests nécessaires, on n'aura pas les masques, et en plus, on ouvre les écoles, ce qui me semble être la même erreur qui a été faite pour les municipales. Alors, justement, sur la réouverture des écoles, Jean-Luc Mélenchon s'est prononcé contre cette réouverture progressive. Pourtant, il y a beaucoup d'arguments qui vont dans l'autre sens, notamment l'idée de récupérer, si je puis dire, les élèves décrocheurs qu'on a perdus depuis l'enseignement par Internet. Les pédiatres, hier, les organisations de pédiatres ont dit qu'ils étaient favorables à cette réouverture. Pourquoi être contre? Vous-même, vous auriez des enfants, vous ne les envoyez pas à l'école? Mais pour la même raison que je me suis personnellement opposé au municipal avant le premier tour. C'est que j'estimais que sur le terrain, en fonction de ce qu'on sait de la maladie, c'est-à-dire encore finalement peu de choses ou pas assez, par exemple sur le degré de contagiosité des enfants, par exemple sur le fait que nous soyons, vous et moi, si nous l'avons contracté, est-ce que nous avons développé une immunité? Donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Et là, on va ouvrir les écoles avec des enfants qui peuvent très bien apporter l'épidémie aux enseignants, des enfants qui peuvent très bien apporter entre eux l'épidémie à l'extérieur à leurs parents, dont on nous dit, comme ils sont trop jeunes, on ne leur donnera pas de masque. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, je trouve que vis-à-vis de cette maladie, donc je rappelle qu'hier, il y a eu malheureusement à nouveau une hausse de la mortalité. On voit qu'on n'est pas sorti de cette affaire. Et bien vis-à-vis de cette maladie, il faut prendre le maximum de principes de précaution. Alors j'entends bien, évidemment que, et notamment vous vous imaginez, je le dis d'autant plus, élu d'un département très défavorisé, j'entends bien que pour beaucoup d'enfants, cette histoire est un retard terrible pris d'un point de vue scolaire. Mais dans ces cas-là, on pourrait par exemple faire ce qu'on fait avec les enfants des personnels sanitaires qui sont accueillis à l'école et imaginer par exemple que les enfants qui sont le plus en décrochage, qui ont le plus de problèmes, soient effectivement accueillis, mais dans des conditions sanitaires et d'espace qui permettraient, j'allais dire, de limiter les problèmes. Nous, on est pour septembre, sur la rentrée globale, je parle. On est pour septembre, comme d'ailleurs les Italiens et les Espagnols ne sont peut-être pas plus bêtes que nous, qui ont affronté en avance le même virus, et je pense que ça serait préférable, au lieu de s'entêter, parce qu'en réalité, ce qui est derrière, c'est de faire de l'école une garderie, pour permettre à de plus en plus de parents d'aller travailler sur le terrain. D'ailleurs, ils ne seront suffisamment pas protégés. Alors justement, on vous sent réticent à une reprise de l'activité économique, à une reprise du travail dans les entreprises. C'est le cas, vous avez vu les chiffres de l'emploi, 246 000 chômeurs de plus au mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas essayer, avec les garanties sanitaires, mais de reprendre le travail? Écoutez, il y a un slogan, vous savez, qui est très connu, qui est nos vies valent plus que leurs profits. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Évidemment que je pense qu'il faut qu'il y ait à un moment donné une relance de l'activité économique. D'ailleurs, il serait de bon ton qu'elle ne se fasse pas sur les mêmes bases
et sur le même système qui nous a entraînés là où nous sommes, c'est-à-dire dans une crise sanitaire, qu'on revienne sur la question du partage des richesses, qu'on ait un peu une vision environnementale de long terme qui fait qu'on n'alimente pas la croissance pour la croissance. Mais je mets ça de côté, mais je le pointe juste pour dire que le monde d'après, il se prépare maintenant. Mais bien sûr qu'il faut une relance de l'activité, notamment pour les personnes au chômage. Mais ça ne peut pas se faire au détriment, un, des salariés qui vont se retrouver au travail, et deux, des personnes qui pourraient contaminer. On sait que ce virus est très contaminant. Je vous cite un exemple. Vous savez, le déconfinement, en réalité partiel, il a déjà lieu. Allez en Ile-de-France, vous allez voir, il y a beaucoup plus de gens qui travaillent. Eh bien, on n'a pas anticipé, on n'a pas planifié le transport par rapport à ça. Et on se retrouve, il y a eu un reportage sur une chaîne de télé concurrente à la vôtre la semaine dernière, auquel j'ai participé. On se retrouve avec à nouveau des transports où il y a beaucoup de monde, pas masqué, pas protégé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de masques. Eh bien, je crains la même chose en plus grand pour le 11 mai. Autrement dit, je vais vous dire une chose. Bien évidemment que, comme tout le monde, je souhaite le déconfinement le plus vite possible. Mais ça doit se faire sur des critères objectifs. Et ce gouvernement, faute d'avoir planifié, eh bien, ne les a pas atteints. Et ce qui m'inquiète, c'est que cet après-midi, on est juste, j'allais dire, quelques points, une espèce de ligne stratégique, et que, faute, par impuissance, faute d'avoir planifié, faute d'avoir organisé la production, le Premier ministre, après, se défausse sur les collectivités, les entreprises, en leur disant maintenant, c'est à vous de jouer, de vous organiser. Voilà. J'espère me tromper, mais je n'aimerais pas que le 11 mai, parce que le chef de l'État a fixé une date, on s'engage sur un déconfinement global qui pourrait relancer l'épidémie. C'est ça qui est en jeu. Brièvement, vous avez parlé des masques. Est-ce que vous êtes pour le port obligatoire des masques partout dans l'espace public ? Dès lors qu'on a un espace confiné, c'est-à-dire un espace où on a des contacts sociaux, oui. Bon, mais pour ça, encore faudrait-il que les masques soient donnés, soient suffisants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Faudrait-il qu'ils soient gratuits, parce que les masques, ça va coûter cher. Là, on a gardé l'idée du marché, c'est-à-dire les gens, les communes, les territoires, parfois se mettant en concurrence entre eux, puisque ce n'est pas l'État qui l'a organisé, va se fournir des masques. Bien. Mais au lieu de ça, je pense que si on avait une production plus importante de masques, c'est ça le drame. C'est qu'on a une des productions les moins importantes de masques des pays, j'allais dire, qui font face à l'épidémie, comme les tests d'ailleurs. Au lieu de produire suffisamment, on se retrouve soumis aux lois du marché et donc dans une situation complexe. Mais oui, il faut des masques obligatoires. En tout cas, il faut que dans les transports, les gens aient des masques. Il faut que dans les entreprises, les gens aient des masques chirurgicaux en nombre. Et je pense que ça doit être les conditions pour reprendre le travail. Pas de protection, pas de protection, pas de travail. Le gouvernement a présenté un plan d'urgence sans précédent, 110 milliards pour soutenir l'économie. Il y a notamment 24 milliards pour financer le chômage partiel, 10 millions de personnes, c'est du jamais vu. Et vous avez voté contre. Il y a des aides également pour les plus modestes, vous avez voté contre. Pourquoi ? On a voté contre parce que, si vous voulez, d'abord, le premier problème, c'est ces un peu plus de 20 milliards dédiés aux entreprises. On n'a pas été les seuls. Nous, on a dit... C'est pas possible de donner 20 milliards aux entreprises sans critères environnementaux, sans critères sociaux. C'est pas possible, par exemple, au moins de dire qu'on va prêter 20 milliards aux entreprises sans savoir si elles vont licencier ou se verser des dividendes. Alors ça tombe bien parce qu'apparemment, fin juin, les entreprises du CAC 40, en regard de leur chiffre d'affaires 2019, vont se verser 36 milliards de dividendes. C'est pas possible, en plus, de verser 20 milliards aux entreprises sans qu'on nous dise à quel plan stratégique ça convient. C'est-à-dire pourquoi on le fait, pourquoi on prête à telle entreprise et pas à telle autre. Et ça, le chef de l'État, le gouvernement nous le dit pas. En gros, il continue la même politique que depuis quelques années. On donne à des entreprises sans contrepartie. Ça n'a pas créé de l'emploi. Et de la même manière, j'ai peur qu'en réalité, ça ne bénéficie pas, j'allais dire, de relance pour l'intérêt de tous les Français. Voilà, ça c'est la raison principale. Il y en a d'autres. On avait demandé 100% d'indemnité de chômage partiel, qu'on ne voit pas comment les gens vivent, pour la plupart avec 80%, et un certain nombre d'autres choses. En gros, on ne peut pas imaginer un tel plan d'économie sans préparer le monde d'après, et ça, il n'y en a pas trace dans ce projet. Brièvement, 7 milliards pour Air France, vous êtes d'accord ? Pas si après on annonce des licenciements. C'est ça le problème. Et puis pas si on donne 7 milliards à Air France, je dis ça parce que le PDG d'Air France a laissé penser que ça pourrait être possible. Donc il faut nationaliser. Alors, le chef de l'État avait dit on nationalisera peut-être. Mais enfin, eux, c'est que des peut-être qu'on nationalise. Par contre, vous êtes pour la nationalisation. Les dividendes, ça, on laisse faire. Oui, bien sûr. Si on aide à ce point-là Air France, il faut nationaliser. Vous savez, on a failli privatiser ADP
Heureusement qu'on ne l'a pas fait, vous avez vu. Un mot rapide sur l'affaire des propos racistes des policiers lors d'une interpellation à l'île Saint-Denis. Des enquêtes ont été ouvertes et les 2 policiers sont suspendus. Vous êtes rassuré? Non, je ne suis pas rassuré. C'est le minimum qui doit être fait. Je ne suis pas rassuré parce que les propos sont absolument inqualifiables. On entend en plus des bruits qui peuvent laisser supposer qu'il y a des coups. Mais s'il n'y avait pas eu un caméraman amateur, on n'en saurait rien. Autrement dit, les policiers qui ont fait ça, on n'entend personne réagir autour d'eux. Le commissaire qui les dirige ne réagit pas par rapport à ça. Et ça me fait dire une chose, c'est que je ne dis pas du tout tous les policiers, je sais que le boulot de policier n'est pas évident du tout, y compris à certains moments dans les villes populaires. Mais par contre, on ne doit pas laisser des propos racistes, des actes violents faits par des policiers. Il y en a de plus en plus. Et l'omerta, le fait que le gouvernement se taise trop par rapport à ça, envoie un très mauvais message à l'ensemble de la police, et notamment à ceux qui justement veulent respecter ça et qui entendent des collègues proférer des telles menaces et qui ne disent rien peut-être par crainte. Dernière question, à Colombes, cet automobiliste qui a foncé délibérément et qui a blessé deux policiers. On parle de, bien évidemment, il y a toujours pareil la menace terroriste, islamiste. Vous en pensez quoi ? Déjà, j'apporte toute ma solidarité aux policiers qui ont été victimes de ça, évidemment. Je ne sais pas, vous l'avez dit vous-même, l'enquête doit se développer. En tout cas, c'est insupportable que des personnes visent quiconque, des policiers dans cette situation pour les tuer. Bon, voilà, je ne peux que condamner très fermement ce qui s'est passé. Merci Éric Coquerel, bonne journée. Romain,